Bruno Turcotte, production du Raccourci Val-d'Or, vous raconte, Bruno, ça va bientôt être chez vous, presque, ce studio-là. Comment ça va? Oui, j'aime ça venir te voir, Jonathan, dans ton studio. C'est le fun. Excellent. Écoute, tu es toujours le bienvenu. Donc, c'est commencé, Val-d'Or, pour vous raconte depuis dimanche dernier. Oui. C'était le lancement. Quand on s'était parlé, donc, la semaine dernière, c'était les derniers petits détails. Probablement, on travaillait sur les enchaînements, un peu de stress. Faut se lancer, ça s'en vient. Comment ça va depuis dimanche? Vous avez quoi? Vous avez 2 soirs de fête, là? 2 soirs de fête. C'est très excitant. Une des représentations de spectacles en plein air, dans les rues de Val-d'Or. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être surprenants autour de nous autres. Exact. Écoute, puis il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup d'imprévus aussi, tu sais, puis ça fait partie du jeu qu'on a choisi de faire avec ce spectacle-là. Mais vraiment, je suis extrêmement fier de ma troupe, des comédiens qui portent ce projet-là dans leur cœur, dans leurs mains. Puis, écoute, ça prend ça, hein. C'est des professionnels, en fait. Ouais. Et c'est toutes des expériences. C'est très peu de professionnels de métier, mais au niveau de l'attitude, moi, je suis 100% confiant. Ils sont professionnels, nos comédiens. Donc, semaine de première, on vous invite à aller vivre ça. J'ai rencontré du monde en fin de semaine qui s'était donné rendez-vous pour cette première-là. Je tiens à te le dire. All right. Je disais un petit peu plus tôt ce matin également qu'on vous voit, les pancartes, la publicité, en fait, qui est un petit peu partout, que ce soit sur les ondes des stations de radio, mais également physiquement, on voit des trucs du côté de Val-d'Or. Bon, là, on s'est dit, dans ce partenariat-là qu'on a, on a établi 5 chroniques où on va chercher un sujet un peu plus précis et on va plus loin. Parce que c'est intéressant. Vous passez énormément de trucs de l'histoire de la ville de Val-d'Or dans votre spectacle complet. Nous, on a décidé, puis en plus, on est à la radio. Donc, tu sais, on s'entend, on travaille avec les mots. Faut créer des images quand on parle. On n'a pas le visuel, donc on peut se permettre d'aller un peu plus loin dans le propos. Tu nous parles de quoi cette semaine? Oui, écoute, nous autres, en faisant nos recherches de Val-d'Or vous raconte son histoire, il y a eu 1000 choix là, qu'il a fallu faire. Hein? Et évidemment, on voulait parler des débuts de Val-d'Or, mais pour comprendre le début de Val-d'Or, faut comprendre les débuts de l'Abitibi. Oui. OK? Puis aussi, évidemment, nous autres, pour faire vivre des acteurs à travers des personnages, ça nous prend des personnages intéressants. Ouais. Donc, je vais vous parler des débuts et de personnages surprenants, de personnages remarquables. Bon, d'abord, des personnages à se souvenir, Sir Wilfrid Laurier. Bon, lui, il n'a pas habité ici, là. Ça a été un premier ministre du Canada, mais c'est un peu grâce à lui, en 1904, que le chemin de fer national transcontinental a abouti ici. Ouais. Le but, c'était de favoriser la colonisation des régions nordiques puis l'exploration pour les ressources du territoire. Donc, ensuite de ça, un autre personnage super intéressant, Hector Hautier, qui est maintenant qu'on l'appelle le père de l'Abitibi. Oui, exactement. D'ailleurs, il y a un attrait touristique à la plus vieille maison, entre guillemets. Je pense que c'est 1912 que j'ai lu récemment. Oui, c'est ça? Même 1911. Ouais. Donc, lui est arrivé justement en 1911 et son travail, c'était agent des terres et des mines de l'Abitibi. Donc, lui, il voyait tout le monde descendre du train et il pouvait aussi parcourir le territoire en canot au début, puis en draisine. Les draisines, c'est les petits chariots qui se promènent sur la voie ferrée. Oui. Donc, lui, apprenait à connaître le territoire, puis il distribuait aux colons qui arrivaient ici. Et également, les prospecteurs, les chercheurs d'or, il discutait avec eux. Puis lui, là, c'était un opportuniste. C'est pas un défaut être opportuniste. Mais non. Mais il écoutait, il était attentif et il voyait tout ça s'en venir, là, les opportunités. Ouais. Il avait accès aux gens qui allaient faire la différence. Oui, exactement. Puis là, écoute, Amos, c'était un petit centre urbain névralgique au début, là. Ouais. Fait que les prospecteurs d'or, les aventuriers arrivaient ici, ils se débarquaient au train. Après ça, ils partaient à l'aventure pendant toute une semaine avec leur sac à dos et des guides autochtones, souvent, pour explorer le territoire. Et revenaient le vendredi soir. Écoute, il y avait des hôtels à Amos, ça se remplissait. Puis c'était des gens de partout, là, des Russes, des différentes religions, différentes origines. Donc, c'était vraiment l'effervescence incroyable à Amos.
Donc, mais j'aimerais ça parler là, des plus près de Val-d'Or. Là, en 1906, l'arpenteur géomètre Henry Sullivan, là, ça vous dit quelque chose, Henry Sullivan? Ben, écoute, son nom de famille, il me dit quelque chose, mais je pars de loin, là, pour lui. On est là pour ça, pour vous donner des notions sur notre histoire. Donc, c'est l'oncle de James O'Sullivan, c'est lui qui a légué son nom au village de Sullivan, mais c'est lui qui a remarqué, comme arpenteur géomètre, qu'il y avait énormément de ressources dans les sols. Le potentiel. De l'Abitibi. Ouais. Et donc, c'était une des régions les plus riches en minéraux au Québec. Donc, lui, là, il a allumé des cloches, OK? Et ensuite de ça, il y a Paul Saint-Denis. Puis ça, Paul Saint-Denis, peut-être qu'à Val-d'Or, vous avez entendu davantage parler de lui, parce que lui, il a fait partie des chantiers de construction du village Bourlamaque. Donc, okay. À lui seul, il a été contremaître de la moitié du village de Bourlamaque et l'autre moitié a été faite par Joseph Morissette, qui a été maire, dans le fond, de Val-d'Or. OK. Et donc, Paul Saint-Denis est arrivé aussi en 1906 et finalement, il s'est établi en 1915. Donc, c'est un des grands pionniers de Val-d'Or. OK? Et là, lui, dans le fond, il a été gérant de Val-d'Or aussi à partir de 1937. Il a construit la voirie, l'aqueduc. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a participé à trouver le tracé du chemin de fer. Et lui, là, il en a fait du parcours sur le territoire. Ouais. Et lui aussi, il a établi sa marque. Un autre personnage intéressant, c'est Toussaint Ariste Lalonde. Okay. Il y avait des beaux noms dans ce temps-là. Mais peut-être, écoute, écrivez-nous si vous avez des points d'origine avec ces gens-là. Ben oui, ou des anecdotes qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la famille avec un arrière-grand-père, quelque chose du genre. Oui, ça peut être ça. Là. Oui, c'est vraiment intéressant. Ouais. Ça, c'est une des choses qu'on aime à Val-d'Or vous raconte. Les spectateurs viennent nous voir après. Oui. Et moi, j'ai mon père, mon grand-père. C'est clair. Ça, on adore ça. On n'a jamais assez de ces anecdotes-là. Donc, Toussaint Ariste, lui, il est membre fondateur et premier président de la Chambre de commerce et il a la particularité d'avoir été maire d'Amos et de Val-d'Or. Ah. On aime ça vous dire les vraies choses et moi, je veux quand même vous dire que je suis pas historien. Moi, je suis un curieux de nature. Moi, je suis arrivé de la Beauce. Puis je suis pas un personnage historique, là, mais tu sais, je constate que l'Abitibi est riche d'histoires super intéressantes. C'est clair. Donc, premier découvreur d'or maintenant. Oui. James O'Sullivan et Hertel Autier. Ouais. Donc, c'est eux qui ont découvert la mine d'or sur le bord de Sullivan et sur le bord du lac Montigny. Et la particularité de James O'Sullivan, c'est qu'il parle 7 dialectes autochtones avant même d'arriver ici. Donc, lui, là, il a quand même une fluidité là, pour parcourir le territoire. Et en plus de ça, il a participé à plusieurs découvertes minières, dont, entre autres, celui à un gisement à Nord-Métal, sur l'île Cisco, la mine de lithium aussi à La Corne. Donc, au départ, on cherchait de la molybdénite. Et là, maintenant, on sait que le lithium est riche à l'intérieur de ces gisements-là. Donc, lui, O'Sullivan, c'est un de nos personnages de notre parcours. Clé, c'est ça, exact. Ouais. Puis là, je fais une petite écartade avec Robert C. Clark, qui est un bon chum de Gabriel Commanda. Okay. Un autre personnage important du parcours à Val-d'Or vous raconte. Et lui, il a découvert la veine d'or située sur la mine Lamaque. Okay. Donc, qui est devenue 10 ans plus tard la Lamaque Gold Mine. Ouais. Là, on se rapproche dans les souvenirs de peut-être des gens qui nous écoutent. Là. Exactement. Donc, moi, j'aimerais ça revenir sur Gabriel Commanda avec toi ici, Jonathan, parce que c'est vraiment un personnage qui a été oublié longtemps, et que depuis les années 80, là, on essaie de le remettre dans nos livres d'histoire, et parce qu'il a été vraiment important. Marquant, oui, effectivement. Exactement. Donc, ensuite de ça, on a le financier danois. Puis là, ça nous amène sur le côté multiculturel de Val-d'Or. Adolphe Johannes Théodore Wainwright, qui s'établit en 1922 près de la source Gabriel. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, la crique Wainwright qui s'en va vers le lac Blouin, qui est nommé à son nom. Okay. Donc, c'est un genre de petit ruisseau là, qui prend sa source dans la source Gabriel. Donc, lui, il a financé de nombreuses recherches et il a même abouti sur un financement complet de la mine Arikana et de ses équipements. Donc, il y avait le shaft, le puits, tout avait été bâti et finalement,
jamais été exploitée, cette mine-là. Ça doit pas être la seule, d'ailleurs, non, c'est sûr, hein? Et malgré tout, il a rentabilisé ça pour ses actionnaires et pour lui-même. Donc, il s'est mis riche quand même avec ça parce qu'il a revendu tous les terrains à des propriétaires terriens. Donc, c'est un peu grâce à lui qu'un 18 septembre 1923, une locomotive traînant un wagon luxueux est arrivée à Amos. Le wagon est aux couleurs de la famille britannique. Okay. Donc, la famille royale britannique, puis ça devait être un petit voyage, ça, là. Il arrivait probablement des îles britanniques, puis il est arrivé par Québec, monte par train jusqu'ici. Donc, l'Abitibi était très populaire à cause de tout le phénomène des chercheurs d'or. Oui, exact. Et là, ce gars-là qui est descendu à la gare, c'est le duc de Manchester. Il est descendu avec son fils, le Lord Mandeville, et sa fille, Lady Mary. Ils se font ensuite conduire par bateau jusqu'à l'île Cisco, où il y avait des concessions, puis là, ils voulaient voir comment ça allait. Mais là, la particularité de ce gars-là, c'est que il n'y a pas une scène. Okay. Le duc de Manchester, il y a juste un titre, ben des wagons, là, puis ben du luxe, mais il n'y a pas une scène. Ça fait que je reviens à mon financier Adolphe Johannes Theodore Wainwright, qui a financé tout son voyage. Ouais. Le gars passait ses frais de transport, ses frais de restauration, laissait ses factures-là, puis Wainwright passait en arrière et payait. Ouais. Puis écoute, c'est normal parce que lui, il cherchait du financement, Wainwright. Ouais. Il y a des investissements qu'il faut faire. Et là, ben finalement, tout ce qu'il y a eu, finalement, il y a eu les titres du duc un peu plus tard. En fait, le duc de Manchester avait le droit de céder des titres ou de nommer des gens, tu sais, les lords, des affaires comme ça. Ouais. Ben, il a nommé le frère du Danois vice-roi du Siam, c'est-à-dire gouverneur général de la Thaïlande. Que ça a amené ces titres-là chez quelqu'un en Abitibi. Excellent. Dernier personnage qui est aussi dans le circuit Val-d'Or vous raconte, c'est le baron Frédéric Otto Karl von Heinrich und Henrichshausen. Ça paraît que tu l'as pratiqué. Tu veux-tu le répéter avec moi? Non, zéro. Donc, lui, évidemment, il est originaire d'Allemagne, vous aurez deviné. Il arrive à Val-d'Or en 1922 pour faire de la prospection minière. Et au printemps 1900... il y a eu une belle histoire, évidemment. Et vous viendrez voir Val-d'Or vous raconte pour la connaître davantage. Mais il est mort en 1951, malade. Et il a laissé dans le deuil 2 enfants de 10 ans et 11 ans, donc un garçon et une fille. Et il n'y avait aucune parenté sur le territoire, ces 2 enfants-là. Donc, il était tombé orphelin. Et donc, puis en plus, le baron est rentré illégalement au Canada. Fait que là, il y avait comme un peu de difficulté à placer ses enfants. Donc, avant de mourir, il a fait appel à un de ses amis d'ici, Hugues Dupuis, un bon ami prospecteur qui était habitué d'aider les familles dans le besoin. Donc, le gars, il accepte aussitôt et en échange, le baron lui cède son titre de baron, un titre de noblesse qui est resté en Abitibi. Et donc, à partir de ce jour, Hugues Dupuis annonce haut et fort, même dans la une du journal, qu'il devra maintenant être appelé le baron. Ouais. Dupuis. Et depuis ce temps-là, ben lui, tout le monde l'appelait le baron. Ça, je suis certain qu'il y a encore des gens ici à Val-d'Or qui s'en souviennent. Bruno Turcotte, merci beaucoup de ton passage encore cette semaine. Fort apprécié. Merci pour la job parce qu'il y a de la recherche derrière ça. Merci à toi. Et on invite bien sûr les gens qui nous écoutent à aller consulter que ce soit le site Internet ou encore la page Facebook Val-d'Or vous raconte. Les dates sont là. Il n'y a pas de représentation. C'est quoi, corrige-moi si je me trompe? On a des représentations. Jeudi, vendredi, samedi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? C'est ça. C'est ça. Fait que c'est des sorties de début de semaine. Oui, exactement. Pour laisser la place au festival d'exister. Oui. Donc, valdorvraconte.com et il reste des billets à tous les soirs. Vous pouvez même vous présenter à 18h30 le soir du spectacle à la place Annie-Quagle. On va vous laisser rentrer, c'est certain. Excellent. Merci à toi, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci, Jonathan. Alors voilà, il est 8h01. Restez avec nous autres. Vous êtes dans le show du matin à O.